Alors, qu'est-ce qui fait qu'un homme est fertile? La question a l'air simple, non? Mais en réalité, la réponse est bien plus complexe qu'on ne l'imagine. Et tout part de là, un simple échantillon qu'on regarde au microscope. Et donc la question centrale, c'est celle-là. Le truc, c'est que pendant des décennies, pour essayer de comprendre la fertilité, la science a fait un truc un peu paradoxal. Elle a surtout étudié l'infertilité. On regardait les hommes qui, justement, n'arrivaient pas à concevoir. Le résultat de tout ça, un angle mort gigantesque. On ne savait pas à quoi ressemble un échantillon de sperme d'un homme qui, lui, est fertile, sans l'ombre d'un doute. Et c'est précisément là qu'intervient une équipe de chercheurs danois en 2002. Eux, ils ont décidé de tout prendre à l'envers. Au lieu de se concentrer sur l'infertilité, ils sont allés chercher des hommes dont la fertilité était, disons, prouvée par les faits, leur partenaire était enceinte. L'objectif était simple, mais super ambitieux, enfin réussir à définir ce qui est normal. Bon, alors comment est-ce qu'ils ont fait concrètement? L'idée, c'était d'utiliser les toutes dernières technologies de l'époque pour dessiner une sorte de portrait robot du sperme d'un homme fertile. Le but, c'était d'avoir une référence, quelque chose de solide, pour pouvoir ensuite mieux aider ceux qui, eux, ont des difficultés. Leur méthode était assez directe, mais très rigoureuse. Première étape, trouver les bonnes personnes. Ils ont recruté 315 hommes dont la partenaire était déjà enceinte. Ensuite, ils ont analysé les échantillons tout frais avec une analyse assistée par ordinateur. Après ça, une étape super importante, ils ont utilisé une technique spéciale pour trier et isoler, en quelque sorte, les champions, c'est-à-dire les spermatozoïdes les plus actifs. Et enfin, le point final, ils ont comparé toutes ces données avec une info cruciale. Combien de temps il a fallu à chaque couple pour que la grossesse démarre? Alors, les résultats, qu'est-ce que ça a donné? On peut dire que c'est mission accomplie. L'étude a réussi à établir ce qu'on cherchait, une vraie base de référence, la toute première, aussi claire et détaillée sur la qualité du sperme chez des hommes dont on était sûr qu'ils étaient fertiles. Et là, attention, premier chiffre clé, 107 millions. 107 millions de spermatozoïdes par millilitre. C'est la concentration médiane qu'ils ont trouvée. Juste pour se donner une idée, c'est un chiffre qui est bien au-dessus des seuils qu'on associe d'habitude à des problèmes de fertilité. Donc là, on commence déjà à avoir une bonne idée de ce qui est normal. Mais attention, ce 107 millions, c'est juste la médiane, c'est le point du milieu. Si on regarde le graphique, on voit tout de suite la réalité, la fourchette est immense. Certains de ces hommes, tous fertiles je le rappelle, avaient des concentrations beaucoup plus faibles et d'autres, à l'inverse, des chiffres astronomiques. Et ça, c'est la première grande leçon de cette étude, le normal, ce n'est pas un seul chiffre, c'est en fait un spectre hyper large. Et pour compléter le tableau, il y a d'autres chiffres tout aussi intéressants. En médiane, 65% des spermatozoïdes étaient mobiles, ils bougeaient. Et parmi ceux-là, 37% étaient ce qu'on appelle progressifs, c'est-à-dire qu'ils avançaient bien droit. Et même après leur tri, pour ne garder que l'élite, il restait encore 46 millions de ces champions. C'est l'ensemble de ces données qui a permis de construire cette nouvelle référence du sperme normal. Mais l'étude ne s'est pas arrêtée là. Non, parce que les chercheurs, ils ont voulu tester une hypothèse, une idée qui semble à première vue tomber sous le sens. Et c'est vraiment là que les choses deviennent surprenantes, que l'histoire prend un virage totalement inattendu. L'hypothèse de départ est toute simple. On se dit que parmi tous ces hommes qui sont déjà fertiles, ceux qui ont les meilleurs scores, plus de spermatozoïdes, des spermatozoïdes plus mobiles, etc., logiquement, leur partenaire devrait tomber enceinte plus rapidement. C'est du bon sens, non? Pas du tout. C'est ça, l'énorme surprise de cette étude. Les chercheurs n'ont trouvé absolument aucun lien significatif entre les paramètres du sperme et le temps nécessaire pour concevoir. Pour le dire autrement, avoir des chiffres bien au-dessus de la moyenne ne garantissait absolument pas une grossesse plus rapide. Ce graphique, c'est la preuve visuelle la plus parlante. C'est très simple à lire, chaque petit point représente un couple. Sur l'axe horizontal, on a la concentration de spermatozoïdes et sur l'axe vertical, le nombre de mois qu'il a fallu pour concevoir. S'il y avait un lien, on devrait voir une tendance, une ligne, quelque chose qui se dessine. Mais là, regardez, c'est un nuage de points complètement dispersés, un chaos total. La conclusion est juste sans appel. Il n'y a aucune corrélation. Alors forcément, la question qu'on se pose, c'est comment on explique ça? Un résultat aussi contre-intuitif. Les auteurs de l'étude eux-mêmes ont avancé plusieurs pistes d'explication. Il y a plusieurs régions possibles. D'abord, il ne faut pas oublier qu'on est dans un groupe où tout le monde est déjà fertile. Ensuite, et ça c'est peut-être le plus important, la fertilité c'est l'affaire de deux personnes. Le facteur le plus prédictif dans leur étude, ce n'était pas le sperme, mais l'âge de la femme. Il y a aussi le fait que la qualité du sperme varie énormément d'un jour à l'autre. Et puis, il y a des cas vraiment étonnants dans l'étude, des couples qui ont conçu hyper rapidement alors que l'homme avait un nombre de spermatozoïdes très faible. Et tout ça nous amène à une citation des auteurs de l'étude qui, je trouve, résume parfaitement la situation. Ils disent « Tant qu'il y a des spermatozoïdes, il n'y a pas de seuil définitif en dessous duquel la grossesse est impossible. » En d'autres termes, une fois qu'un certain seuil minimum est passé, ce sont d'autres facteurs, en particulier ceux liés à la partenaire, qui prennent le dessus et deviennent beaucoup plus importants.
Du coup, on pourrait se demander, mais alors, à quoi elle sert cette étude? Si elle ne peut pas prédire la vitesse de conception chez les couples fertiles, quel est son intérêt, son vrai héritage? Et c'est là qu'on arrive au cœur du sujet. Le but principal de l'étude, ce n'était pas de prédire quoi que ce soit pour les couples déjà fertiles. Non, sa vraie valeur, sa véritable révolution, c'est d'avoir créé une référence essentielle, une sorte de point de repère. Pour la toute première fois, les médecins disposaient d'une base de données solide sur ce qu'est la normale, pour pouvoir enfin, et c'est ça qui compte, mieux évaluer et aider les hommes qui font face à l'infertilité. Au final, ce que cette étude nous montre, c'est qu'une fois un certain seuil franchi, le nombre de spermatozoïdes n'est qu'une petite pièce d'un puzzle beaucoup plus grand. Et ça nous laisse avec une question fascinante. Quels sont tous les autres facteurs, qu'ils soient génétiques, environnementaux ou liés à la partenaire, qui entrent en jeu dans cette équation incroyablement complexe qu'est la fertilité ?